Après sa journée d'école, Rachel Domus manque l'autobus. La jeune fille de 14 ans se résigne à parcourir à pied les 5 kilomètres qui la séparent de la maison. Mais elle ne rentrera jamais chez elle. Même si rien ne permet de conclure à un acte criminel, l'enquêteur Gary Micco veut retrouver la jeune fille rapidement. On n'avait pas de crime, pas de victime, pas de preuve de quoi que ce soit. Cependant, grâce à ses visions, la médium Nancy Weber prétend qu'un crime a eu lieu. Je sais qu'il l'a tuée. Le jeune policier et la médium expérimentée pourront-ils ensemble retrouver la disparue? La ville de Long Valley, au New Jersey, est l'endroit rêvé pour élever une famille. Elle est si sécuritaire que les gens ne verrouillent pas la porte de leur maison. Ainsi, lorsque Rachel Domus manque à l'appel après avoir raté son autobus scolaire, ses parents rapportent son absence à la police, qui croit alors que la jeune fille de 14 ans est probablement sortie avec des amis et qu'elle a tout simplement oublié d'en aviser ses parents. Le directeur adjoint de l'école secondaire m'a appelé. C'est quelqu'un que je connaissais bien. Il m'a demandé où on en était avec la fille disparue. Je crois en fait que des amis de la jeune fille étaient avec lui dans son bureau et l'ont encouragé à nous appeler parce qu'elle connaissait bien Rachel et que ce n'était pas son genre de s'absenter sans rien dire. L'enquêteur Micco s'inquiète. Il se rend immédiatement chez les parents de Rachel. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Les parents connaissent très bien leurs enfants. S'ils vous disent que quelque chose ne va pas, c'est qu'ils ont raison. En voyant une photo d'elle accrochée au mur, je me suis souvenu de son visage. L'année d'avant, elle se rendait à l'école à pied et elle empruntait un passage piétonnier qu'on avait installé pour aider les enfants à traverser la rue le matin et l'après-midi. Tout à coup, le facteur humain entrait en jeu. Même si je connaissais très peu Rachel, je savais qu'elle n'avait pas la personnalité d'une fugueuse. J'ai inspecté sa chambre en espérant qu'il y manquerait un bagage, des vêtements, ou qu'il y aurait une note ou un signe qui pourrait indiquer une fugue, mais rien n'avait bougé. Les seules choses qui manquaient étaient les vêtements qu'elle portait à l'école ce jour-là et ses livres. À l'autre bout de la ville, la médium Nancy Weber reçoit un appel. Au bout du fil, elle entend la voix d'une femme dans tous ses états. C'est une amie de la famille de Rachel. Oh my God. Aidez-nous. Rachel a disparu. C'est une fille qui habite près de chez moi et elle n'est pas rentrée de l'école. En écoutant la voix de cette femme, des images ont commencé à apparaître. J'entends les bruits d'une bagarre sur un sol couvert de feuilles. Je perçois l'odeur de la forêt. J'entends une voix masculine. Je vois ses yeux, mais pas son visage au complet. Je le sens. Il a une odeur de voiture, d'essence. Toutes ces images défilent à très grande vitesse devant moi, trop vite. Alors je dois me les repasser plus lentement. Nancy voit une jeune fille, mais elle ne sait pas qui elle est. Il fallait que je confirme que c'était bien Rachel. Pour ça, j'avais besoin d'une photo. Alors j'ai demandé à la femme si elle avait une photo et elle m'a promis de m'apporter un album de l'école. Ainsi, je pourrais voir si la photo de Rachel correspondait à l'image que j'avais en tête. Pendant ce temps, l'enquêteur Micco est toujours à la recherche de la fille. Il ignore tout des visions de Nancy, mais il se dit que quelqu'un a dû croiser la jeune fille quelque part. Je devais trouver quelqu'un qui aurait vu Rachel. Puisqu'elle avait raté l'autobus en sortant de l'école, elle a dû marcher les quelques kilomètres qui la séparaient de chez elle. Mon but, c'était de trouver un témoin qui l'aurait vue sur la route. Le trajet de Rachel l'aurait menée devant une station-service très fréquentée. C'est la première étape de l'enquêteur Micco. En général, les gens ne sont pas chez eux pendant la journée. Alors je devais m'adresser à des gens qui passent une partie de leur journée dehors ou qui sont témoins des va-et-vient de la rue.
J'ai pensé aux propriétaires de la station-service et à ses employés qui m'ont dit avoir vu une Volvo verte stationnée pendant une partie de la journée sur une petite colline dans le bois, en retrait de l'avenue Fairview. Ils ont reconnu le véhicule qui appartenait à un ancien employé, Michael Manfredonia. Et en fait, Michael s'était rendu à la station-service pour demander de l'aide parce que sa voiture était tombée en panne. Peut-être qu'il a vu Rachel sur la route, peut-être qu'il était un témoin. J'espérais qu'il l'ait vue. J'ai appris qu'il vivait à Chester, la municipalité voisine. J'ai contacté un enquêteur du secteur qui m'a dit que Michael Manfredonia avait déjà été arrêté pour recel. Il m'a donné son adresse et au moment où je m'apprêtais à partir pour me rendre chez lui, l'enquêteur m'a rappelé pour m'annoncer que Michael venait d'arriver à leur bureau pour vérifier où il en était concernant le travail communautaire qu'il devait accomplir. Et c'est la première piste sérieuse de l'enquêteur Miko dans cette affaire. Il convoque Michael Manfredonia à un interrogatoire. 3 heures ont passé depuis que Miko enquête sur l'affaire. Son instinct lui dit que l'homme qu'il est en train d'interroger pourrait être impliqué dans la disparition de Rachel Dumas. Je lui ai demandé s'il avait aperçu une fille marcher le long de la route. Il a répondu qu'il ne pensait pas. J'ai insisté en lui disant que la fille avait manqué son autobus. Et puisqu'il avait lui-même tellement marché cette journée-là, il aurait pu la croiser près de son véhicule sur l'avenue Fairview. Il m'a répondu non. Miko appelle un autre enquêteur à la rescousse, George Duker. J'étais en réunion. Il m'a dit qu'il avait immédiatement besoin de mon aide. Selon lui, quelque chose n'allait pas du tout dans cette affaire de disparition. Je l'ai rejoint, et après avoir pris connaissance des faits, j'ai également pensé que quelque chose clochait. À 30 kilomètres de là, les soupçons de Nancy Weber sont confirmés par la femme qu'il avait appelée au sujet de la disparition de Rachel. On a frappé à la porte. La femme est entrée avec un album de l'école de Rachel et elle m'a montré la photo de la fille. Je l'ai regardée. C'était malheureusement la même fille que celle de mes visions. C'était bien elle. Nancy sait que la jeune fille est morte. Elle doit maintenant convaincre la police qu'elle peut les aider dans l'enquête. C'était une séquence où un homme attrape la fille, la viole à plusieurs reprises, je crois, et en même temps, je voyais le nom de Michael. Nancy ignore que la police interroge un homme du même nom, mais elle sait qu'elle vient d'être témoin d'un crime monstrueux par le biais de ses visions. Sans plus attendre, elle appelle un policier en qui elle a une confiance totale. J'ai appelé Ross English, qui était enquêteur en chef à Mount Olive et avec qui j'avais déjà travaillé sur plusieurs enquêtes. Je lui ai dit que je venais de parler à une femme qui m'avait montré la photo de Rachel Dumas, la fille de Long Valley qui avait disparu la veille. Je lui ai dit qu'elle était quelque part dans les bois. Il a immédiatement fait quelques appels. J'ai espéré m'être trompée et j'ai prié pour que Rachel réapparaisse. Pendant ce temps, à Long Valley, Gary Miko et George Duker interrogent Michael Manfredonia. L'homme fait preuve de politesse et offre son aide aux policiers, mais les enquêteurs doutent de sa bonne foi. George lui demandait constamment de préciser ses propos. Son histoire ne tenait pas debout. Il nous a expliqué que sa voiture était tombée en panne, qu'il avait déjà travaillé dans le coin et qu'il avait emprunté tel chemin pour trouver de l'aide. Ça n'avait pas de sens. Pendant qu'il parlait, on pensait à Rachel, et on était sûr qu'elle avait croisé cet individu en chemin, étant donné l'heure à laquelle elle avait quitté l'école. Michael a fini par demander la présence d'un avocat. La police obtient un mandat pour fouiller la maison et la voiture de Michael sans succès. Gary Miko reçoit un appel de Ross English qui lui rapporte l'horrible histoire de Nancy Weber. J'ai dit à Ross que j'appellerais la femme et j'ai mis ses coordonnées dans ma poche.
Pour l'instant, je concentrais toute mon attention à la recherche de témoins qui auraient vu Rachel. Donc j'ai tardé avant d'appeler la médium. Même s'il avait appelé la médium plus tôt, la police aurait relâché Michael Manfredonia. Entre 12 et 14 heures après l'avoir intercepté, on nous a ordonné de le relâcher et de le ramener chez lui. À 3 heures du matin, Joker et Miko raccompagnent Manfredonia chez lui. Les enquêteurs sont persuadés qu'il commet une grave erreur. Gary et moi l'avons raccompagné chez lui en voiture. Mais on avait un très mauvais pressentiment en le laissant partir. On ne pouvait pas en rester là. Il y a un ancien chemin de fer qui longe l'avenue Fairview. Alors George et moi l'avons parcouru à 4 heures du matin dans notre voiture banalisée à la recherche de n'importe quelle petite preuve d'un crime. Peut-être y voir notre victime marcher, n'importe quoi. On n'était pas capable d'en rester là. Et c'est comme ça qu'on a terminé cette longue journée. Le vendredi matin, à 8 heures, 17 heures après la disparition de Rachel Domus, Miko se souvient qu'il a les coordonnées de la médium Nancy Weber. Il l'appelle. Si un médium offre son aide, je l'écoute. J'ai l'esprit très ouvert. Enfin, je pouvais enfin parler à quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle allait me révéler quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire à la famille. La fille est morte. Et le meurtrier s'appelle Michael. La nouvelle stupéfie Miko. Pendant des heures, l'enquêteur Joker et lui ont interrogé un homme prénommé Michael. Si la médium dit vrai, ils ont relâché le meurtrier de Rachel la veille et l'ont même raccompagné jusque chez lui. Comment a-t-elle pu savoir tout ça? Comment? Personne n'était au courant qu'on interrogeait un Michael la veille. La réaction de Gary était mêlée d'impatience et de rage. Il était impatient d'en savoir plus et en colère parce qu'ils avaient Michael entre leurs mains la veille. Il l'avait interrogé. La police n'a toujours pas de preuve qu'un crime a eu lieu. Pourtant, Nancy prétend avoir vu un meurtre. J'ai vu des séquences d'un homme exploser de rage. J'ai eu l'impression que l'homme avait refoulé sa rage tellement longtemps qu'elle a éclaté d'un seul coup. Pendant l'entretien téléphonique entre Miko et la médium, Joker et son équipe entreprennent des recherches au dernier endroit où on a vu la voiture de Michael. Une des équipes de recherche m'a annoncé par radio qu'elle avait trouvé le calepin de Rachel dans les bois. J'ai foncé vers le lieu en question. Je suis sorti de ma voiture et pendant que je courais pour rejoindre l'équipe, j'ai reçu un deuxième appel. Ils avaient trouvé sa chaussure. À ce moment-là, je me suis fait un scénario génial. La fille était en retard, elle s'est retrouvée dans la forêt pour une raison quelconque, elle est tombée, s'est cassée une jambe, elle ne pouvait pas se relever ni appeler à l'aide. Et là, je suis arrivé sur le lieu du crime. Tout le monde était complètement abasourdi devant la victime à moitié enterrée. La violence qu'elle avait subie était tout simplement incroyable. C'est un de nos policiers qui m'a réveillé. Il était bouleversé. Il m'a raconté qu'ils avaient trouvé le corps de la fille à moitié enterré dans un grand fossé. Je me suis aussitôt rendu sur les lieux. J'ai renvoyé tout le monde. Et je me suis assis avec elle pendant 1h30, pendant que les experts judiciaires inspectaient les lieux. Ils ont analysé toutes les roches, toutes les brindilles, tout ce qui pouvait constituer une preuve valable. Quand on arrive sur le lieu d'un crime, il faut accepter ce qu'on refuse d'admettre. Il y a bien eu un meurtre et la victime est bien là. Grâce à l'extrême précision des visions de Nancy, l'enquêteur Miko sait exactement ce qu'il doit faire.
Il fallait réunir les éléments de l'affaire, trouver un suspect. Mais lui, on l'avait déjà. Michael était la seule personne dans notre mire jusque-là. On y était presque. Et il fallait recommencer. On y était. Miko et Duker se précipitent à la résidence des Manfredonia, mais Michael n'y est pas. Ses parents leur disent que plus tôt ce jour-là, il s'est enfoncé dans la forêt montagneuse derrière chez eux, mais qu'ils ne l'ont pas revu depuis. La nouvelle anéantit les enquêteurs. 24 heures plus tôt, ils avaient un criminel sans crime. Maintenant, ils ont un crime sans criminel. Je ne sais pas pourquoi il est parti. La découverte du corps n'avait pas encore été médiatisée. La police dépêche à nouveau des équipes de recherche sur le terrain, mais cette fois pour retrouver le suspect numéro 1, Michael Manfredonia. Si je me souviens bien, c'était un samedi. On avait des chiens renifleurs, mais malgré ça, on n'a rien trouvé ce jour-là. Aucun signe de lui. L'enquêteur Miko se remémore la conversation qu'il a eue avec Nancy Weber. La médium avait affirmé que le tueur sentait l'essence. Manfredonia avait effectivement travaillé dans une station-service. De plus, elle connaissait son prénom, Michael. Enfin, elle savait que Rachel était morte bien avant que la police ne découvre le corps. Nancy détenait-elle la clé qui les mènerait à la cachette du tueur? Elle m'a demandé de lui apporter un objet que le suspect aurait touché, un objet personnel qui pourrait l'aider à le retrouver. Je ne pouvais pas lui dire où était Michael. Il fallait que je communique avec quelqu'un qui avait des relations avec Michael. De cette façon, je pouvais établir un lien avec lui. Avant de rencontrer officiellement la médium, l'enquêteur Miko devait obtenir une autorisation du procureur du comté. Vous savez, on n'avait jamais travaillé avec un médium. C'était une première. Et avec une enquête de cette ampleur, il fallait au moins que le bureau du procureur approuve notre démarche avant qu'on agisse. Lorsque je travaille en collaboration avec la police, j'obtiens des résultats beaucoup plus intéressants qu'avec les familles des victimes. Je peux aller beaucoup plus loin parce que même si les enquêteurs ne savent pas qui est le tueur ou ne l'ont jamais vu, ils ont souvent un lien direct avec les preuves. Ils les ont eues entre les mains à un moment ou à un autre. Le procureur n'était pas très chaud à l'idée de collaborer avec une médium. Il ne voulait pas donner cette direction à l'enquête. Il voulait éviter que les médias s'en mêlent démesurément. Il ne voulait pas s'engager là-dedans. Par la suite, Gary et moi en avons discuté en privé. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai simplement dit de faire ce qu'il avait à faire. En quoi ça pouvait nuire à l'enquête? La médium détenait peut-être de l'information qui pouvait faire toute la différence. Alors Gary est allé voir Nancy. Malgré la décision du procureur, Gary Miko décide de rencontrer Nancy Weber. En me rendant au rendez-vous, je me disais, bon, tu vas rencontrer un homme qui se dit enquêteur, mais que tu n'as jamais vu de ta vie. Si ça se trouve, ça ne sera pas Gary Miko, mais un fou à qui tu as parlé au téléphone. Quelle insouciance, mais tant pis, tu y vas quand même. J'avais ces réflexions tout en conduisant. J'ai garé ma voiture, puis je suis montée dans la sienne avec mon sac à main. J'ai bien vu que c'était une voiture de policier et que le policier était réel. Gary, lui, m'a tout de suite demandé de lui montrer mon sac. Que pensait-il? Que j'avais un revolver? Elle aurait pu avoir une arme ou une enregistreuse cachée dans son sac. Elle aurait pu être une de ces personnes qui ont besoin d'attention ou qui ont des problèmes sérieux. Je voulais qu'on règle ça tout de suite et qu'on se sente bien tous les deux pour qu'on puisse discuter en toute confiance. Il m'a tendu un fil avec un nœud coulant et j'ai dit, c'est Michael, c'est à lui. Il l'a déjà utilisé, il veut l'utiliser sur lui, mais il n'y arrive pas. Il est suicidaire. Il est de l'autre côté de la montagne où il a tué la fille. De l'autre côté. Et je peux encore voir deux énormes fûts. Normalement, je suis incapable d'évaluer ça, mais là, j'étais certaine qu'il contenait 200 litres. Alors elle m'a dit, vous savez, il vous voit.
Il est sur une colline. Elle a fait une pause avant de continuer. Il est sonné. Il a complètement perdu la carte. Il s'est intoxiqué avec quelque chose, il délire. Elle m'expliquait comment Michael se sentait mentalement et physiquement. Il était fatigué, il voulait rentrer chez lui, mais il ne pouvait pas à cause des voitures de police qui parcouraient les environs. Il était effrayé, mais il voulait absolument rentrer chez lui. Le dimanche soir, on avait décidé de poster un policier de la municipalité de Chester à la résidence des Manfredonia, au cas où Michael rentrerait chez lui. J'ai pris un bout de papier et j'ai esquissé l'endroit où se trouvaient les fûts. Une colline avec des plans d'eau. Alors elle a dit qu'on allait l'arrêter. Puis elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit dans très peu de temps. Au même moment, ma radio a diffusé un message du policier de Chester qui annonçait dans son walkie-talkie que le suspect était dans la maison. La radio était restée muette jusque-là. J'ai aussitôt dit à Nancy de partir, je l'ai presque éjecté de la voiture en la remerciant et en lui disant que je lui donnerais des nouvelles. J'ai à peine eu le temps de sortir que Gary a démarré la voiture et il est parti comme une fusée, c'était fini. En conduisant jusqu'à la maison, j'ai repensé à ma rencontre avec Nancy. J'étais renversé par ce qui venait de se passer. Gary Micco arrive sur les lieux au moment où on embarque Michael Manfredonia dans une ambulance. Il saute dans le véhicule, informe Michael de ses droits et l'accompagne à l'hôpital. Une fois de plus, les prédictions de Nancy Weber se sont avérées incroyablement justes. 72 heures après la disparition de Rachel Dumas, Gary Micco et George Duker ont enfin arrêté son meurtrier. Le lundi 16 septembre 1985, Michael Manfredonia confesse avoir tué Rachel Dumas dans un accès de rage indescriptible. Il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité dans la prison d'État du New Jersey.